Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette vidéo sur Instagram qui expliquait pourquoi Hôtel Mafouf, la marque de Léna Situation, était un flop. Et c'est vrai que cette marque était censée être responsable et éthique, made in Europe, fabriquée dans de bonnes conditions, n'est aujourd'hui plus si clean que ça. On a des produits fabriqués en Inde ou en Chine, avec des tissus de basse qualité comme le polyester ou la viscose, issus de l'industrie du plastique, des clients qui sont insatisfaits de la qualité des produits, et on peut se demander aujourd'hui, est-ce que Hôtel Mafouf c'était vraiment utile comme marque, si au final elle ressemble à un Zalando ou un Zara. Léna Situation, c'est pas la seule à avoir créé sa marque ou son merch. Beaucoup de créateurs sont passés par là durant les 10 dernières années, et il y a même une époque où on avait l'impression que tous les créateurs de contenu devaient avoir leur marque, que c'était une sorte d'ambition obligatoire à atteindre quand on était connu. Pour certains, c'était un merch avec leur logo, un t-shirt bas de gamme avec juste une photo. Pour d'autres, c'est des marques un petit peu plus personnelles. On peut penser à Yoko chez Squeezie ou à Unicorn chez Vodka. Mais pour beaucoup de ces marques, elles ont disparu de la circulation dans l'indifférence générale. Et c'est à se demander, est-ce que les gens les voulaient vraiment? Est-ce qu'au final, ça a été utile de créer une nouvelle marque de consommation? Alors avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, mon but c'est pas de clasher Léna Situation. Je trouve son contenu très intéressant, elle est très sympa, et elle s'en est pris tellement plein la gueule pour plein de sujets. C'est vraiment la cible facile à attaquer, alors qu'elle est clairement pas la seule responsable du malheur du monde. Le but de cette vidéo, c'est plus de se poser des questions sur notre consommation à nous, notre consommation des vêtements, des marques, la création de marques de youtubeurs ou de célébrités, et l'intérêt aujourd'hui de créer une énième marque quand les industries sont déjà très polluantes. Est-ce que le secret pour mieux consommer, ce serait plutôt de ne plus consommer? La face cachée des marques de youtubeurs, on en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ici sur cette chaîne, je parle de plein de sujets que je trouve intéressants. Souvent, c'est des sujets de société, parfois politiques, aussi culturels. On essaie un petit peu de comprendre quels sont les systèmes qui régissent notre monde pour essayer de mieux comprendre les biais dans lesquels on peut tomber. Éveiller un peu nos consciences autour de ça. Donc si ces sujets de société vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Quand Léna Situation a commencé à émerger de YouTube autour de 2017, on voyait une petite vlogueuse dans laquelle beaucoup de gens pouvaient se reconnaître. C'était cette fille encore étudiante qui était pleine de rêves, elle était solaire, toujours optimiste, cette idée du plus égale plus, le positif amène le positif, et c'était un vrai vent de fraîcheur sur une plateforme qui était habituée avec les mêmes youtubeurs depuis des années. Elle avait cette image qu'on appelle en anglais relatable, c'est-à-dire qu'on pouvait se reconnaître en elle et dans son parcours. Les galères qu'elle avait, c'était un peu nos galères aussi à nous. Et son rêve de mode et de fonder sa marque, c'était un rêve qui est là depuis très longtemps. Quand elle a commencé à avoir du succès, elle a eu l'occasion de créer sa propre marque et de la diffuser à grande échelle, et elle a lancé Hôtel Mafouf. Je me souviens du premier pop-up dans le 17e arrondissement de Paris, il y avait des gens qui faisaient la queue toute la journée pendant des semaines pour découvrir sa marque. Et il faut dire que ça avait l'air très ambitieux au départ. Il y avait des vêtements mais aussi des produits de décoration d'intérieur comme des bougies. Et tout était présenté comme quelque chose de clean, d'éthique et de responsable. C'était made in Europe, les bougies étaient fabriquées à Grasse dans le sud de la France. Certaines combinaisons étaient faites main à Paris. Et on sentait vraiment cette volonté chez Léna Situation de créer quelque chose de sain et d'éthique dans lesquels on pouvait tous se reconnaître et une marque qu'on avait envie de soutenir. Dans un article de LSA Consommation, elle disait elle-même que sa marque voulait être clean et intègre. Et c'est tout à son honneur de vouloir créer quelque chose de bien. Une marque qui ne vient pas juste rajouter de la pollution dans notre monde. Hôtel Mafouf, au-delà de la marque et des vêtements, qu'on peut aimer ou pas, c'était aussi une image de la réussite personnelle de Léna. Cette fille qui a galéré, qui faisait ses montages toute seule, qui faisait des vlogs tous les jours pendant le mois d'août, qu'on suivait au fil du temps, jour après jour, galérer et développer son business, sa marque, ses réussites, son réseau. Quand Hôtel Mafouf est arrivé, on avait le sentiment que c'était une sorte de réussite qui était un petit peu aussi la nôtre. On se reconnaissait chez Léna Situation. Et ça a forcément beaucoup joué sur l'attrait de la marque, en tout cas au début de l'existence de l'Hôtel Mafouf. Mais cette image de personnage relatable dans lequel on peut se reconnaître, au fil du temps, cette image a un petit peu disparu. Pour une raison simple, c'est que Léna aujourd'hui, elle ne nous ressemble plus. Elle est riche, elle est célèbre, elle est invitée au Met Gala aux États-Unis, ce qu'on voit tous comme une grande réussite parce que peu de Français sont invités là-bas, mais au final, on voit juste une créatrice de contenu qui n'est plus vraiment aussi connectée avec nous. Je me souviens à l'époque du Covid, beaucoup de gens l'avaient critiquée parce qu'elle disait qu'elle avait les mêmes problèmes que nous, qu'elle supportait mal le confinement, puis le lendemain elle était invitée à Marseille par Dior. C'est des problèmes de vie qu'on ne partage pas tous, clairement pas. Et depuis ce moment-là avec le confinement, Léna s'est éloignée de cette image relatable et a accepté que finalement aujourd'hui elle est connue, elle est plus comme tout le monde et c'est normal qu'elle puisse pas faire semblant d'être comme nous. Mais sa marque en a aussi
pris des conséquences. Alors qu'elle se voulait éthique et responsable, la marque était vue quand même assez chère au départ et pas accessible pour ses abonnés. Possiblement pour la rendre plus accessible, elle a dû baisser les frais de production, c'est-à-dire choisir de moins bonne qualité de travail, de moins bons tissus, pour être aussi capable de fabriquer en masse des produits. J'ai pris le métro tout à l'heure et qu'est-ce que je vois? Je vois que Hôtel Mafouf fait une collab avec Zalando. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que quand on regarde le site de l'Hôtel Mafouf, on peut se demander qu'est-ce qui est si différent de ça d'un site comme Bershka, Zalando, Zara. On a beaucoup de produits, une énorme gamme, cette impression d'être devant une grande marque très célèbre et des produits qui sont fabriqués, certains en Tunisie, certains en Turquie, mais d'autres en Inde ou en Chine dans des conditions de travail qui sont clairement pas les meilleures. Les tissus aussi sont pas les meilleurs, la viscose, le polyester, c'est des choses qui s'abîment très vite, qui sont des tissus qui coûtent vraiment pas cher, qui sont faits avec du plastique. Bien qu'il y a des t-shirts avec du coton grec, beaucoup d'autres produits ne sont pas dans cette qualité-là. La marque, elle est passée d'une marque qui se voulait relatable, dans laquelle tout le monde avait envie de la défendre, de participer, parce qu'on la trouvait éthique et responsable, à une marque un petit peu impersonnelle, qui ressemble à toutes les autres marques de fast fashion. Parce que même si Léna met des prix assez élevés, ça reste de la fast fashion. Des produits faits en grande quantité, une très grande gamme pour se sentir libre et avoir accès à beaucoup de produits différents si on a envie d'acheter plein de choses, mettant de côté l'aspect éthique et responsable. Hôtel Mafouf, c'est devenu une marque comme une autre. Et je dis bien comme une autre parce que on peut pas vraiment jeter la pierre à la situation là-dessus. Elle n'est pas la seule à créer des marques avec des produits de basse qualité ou des produits fabriqués en Chine ou en Inde. C'est pas la seule responsable. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de clasher Léna, mais beaucoup plus de parler de notre consommation en général et des marques de youtubeurs pour comprendre est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à créer sa propre marque quand on est créateur de contenu. Sur les vidéos qui critiquaient l'Hôtel Mafouf, il y a des gens qui postent en commentaire cette idée que Léna n'est pas entourée des bonnes personnes, elle devrait retrouver des meilleurs collaborateurs pour créer sa marque. Comme si Léna Situation n'était pas vraiment responsable ou qu'elle faisait une erreur, qu'elle était victime d'une machination. Sauf que ce que fait Léna, c'est pas la seule à le faire, beaucoup d'autres créateurs ont fait la même chose. Des marques de moins bonne qualité au fil du temps pour faire du chiffre, pour vendre avec beaucoup de marge ou vendre plein de produits et avoir un grand choix, elle n'est clairement pas la seule. Et il suffit pas juste de changer d'équipe ou de trouver de meilleurs collaborateurs pour que tout redevienne bien. On reproche beaucoup à Léna Situation plein de choses qui au final sont des problèmes dont elle n'est pas la seule responsable. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si on est créateur de contenu, est-ce que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de lancer sa propre marque? Lancer sa marque, ça a été le rêve de plein d'influenceurs. Je me souviens avoir suivi l'évolution de Unicorn chez Vodka, de Yoko chez Squeezie, même de Narmol chez Cyprien à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de ces t-shirts-là. Et ça a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Beaucoup des marques des youtubeurs ont disparu assez vite parce que c'était des gouffres financiers. Quand on voit comment Squeezie parle de Yoko aujourd'hui, il explique qu'il y avait plein d'erreurs, que ça coûtait trop cher et qu'au final, il savait plus vraiment où ça allait. Il disait la même chose d'ailleurs avec son album de musique, dont il n'est pas si fier que ça. Et plein de marques de youtubeurs ont été arrêtés assez vite parce que c'était pas du tout le rêve qu'ils avaient imaginé. Plus récemment, il y a eu une polémique autour de la marque d'Océane et Le Motif, qui s'appelait Maison Bagarre si je me trompe pas, où elle vendait du vin en canette. C'est quelque chose qui existe déjà un petit peu aux États-Unis chez des influenceurs, mais ça avait été fait il y a 10 ans, et ça n'a pas du tout marché avec sa communauté. Peut-être parce que sa communauté est assez jeune, et aussi parce que du vin, quand on s'intéresse au vin, on a envie d'avoir la bouteille, de connaître l'histoire du producteur, on n'a pas envie d'acheter du vin en canette. C'est un produit qui s'est effondré, qui n'a pas du tout marché, et beaucoup de youtubeurs ont fait face à ces galères-là, de lancer un produit, de lancer un merch, de s'attendre à ce que ça cartonne, et que finalement, ça ne prenne pas. Le problème de beaucoup d'influenceurs, c'est qu'ils ne lancent pas des œuvres. Ils ne lancent pas des créations artistiques avec une vision, avec du sens, qui collent avec leur création, avec leur style, avec leur chaîne YouTube, mais ils fabriquent plutôt des produits. J'ai déjà parlé un petit peu de ça, l'œuvre face au produit, dans une vidéo sur McFly et Carlito que j'ai sortie il y a peu de temps. N'hésitez pas à aller la voir. Influenceur, c'est vraiment devenu une sorte d'étendard à la consommation parce que beaucoup fabriquent plein de produits différents. Certains vont lancer une dark kitchen de smash burger qui ressemble à toutes les autres. D'autres font du merch avec juste leur logo sur des t-shirts fabriqués en Chine. D'autres vont faire des produits qui sont un petit peu plus créatifs. On pense au manga d'Inoxtag, on pense au livre de Léna Situation. Mais on peut toujours se poser la question, est-ce que Inoxtag avait vraiment envie de créer un manga? Est-ce que c'est pas juste un produit d'éditeur pour faire de l'argent? Est-ce que le livre de Léna était un livre intéressant et profond qui aujourd'hui on en parle encore? Ou est-ce que c'était finalement un coup de com' qui n'a pas tenu très longtemps? Beaucoup de produits de youtubeurs sont des produits qui ont disparu assez vite. Et dans tous ces projets qui ont été lancés, on peut toujours se demander mais qui était vraiment la cible? Plein de créateurs foirent leur marque parce qu'au final, leurs abonnés ne sont pas vraiment intéressés. Ils adorent le créateur, donc ils vont parfois acheter un ou deux produits ou aller à une convention, un événement ou un pop-up où les produits sont mis en avant et le créateur est présent. Mais sinon, la marque, finalement, s'efface
au fil du temps et ne marque pas du tout notre époque. Je me souviens encore être allé à la boutique éphémère de Yoko, c'était quasiment vide, il n'y avait personne et il n'y avait aucun intérêt à y aller en fait. La marque de vodka Unicorn à l'époque avait quand même un petit peu plus de vision avec sa propre chaîne, avec sa propre histoire avec le skateboard et le BMX, mais je suis pas sûr que la marque existe encore, ou alors elle est en train de battre un peu de l'aile. Et puis les youtubeurs font face aussi à un problème, s'ils créent une marque éthique de bonne qualité qui va plaire aux gens, bah forcément ce sera une marque qui sera chère et qui ne sera pas accessible à leurs abonnés parce que la plupart des abonnés n'ont pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Quand on a envie d'acheter un produit de luxe, on achètera plutôt une marque déjà très connue qu'une toute nouvelle marque de youtubeur. Ou alors, ils feront un produit très cheap, pas cher et accessible, mais fabriqué dans de mauvaises conditions. Soit c'est cheap, soit c'est trop cher. Ou alors, il faut créer sa marque et prendre vraiment le temps de la construire, de la façonner, et ça peut prendre des années et des années. Et quand tu es youtubeur, tu peux pas être à temps plein sur ta marque, et ça sera jamais aussi bien que quelqu'un qui a vraiment monté quelque chose avec du sens, avec une vision qui lui ressemblait vraiment. Créer sa marque, c'est le rêve automatique de plein d'influenceurs et de créateurs de contenu, et même de célébrités en général. Et ce rêve-là, on peut commencer à se questionner et se dire, est-ce que c'est normal de rêver de ça? Est-ce que c'est si cool d'avoir sa propre marque, d'être entrepreneur, d'avoir cette vision du être le nouveau Steve Jobs, créer Nike ou Adidas? Est-ce que c'est vraiment un rêve stylé? Est-ce que c'est vraiment un rêve qu'on est censé poursuivre? Il y a un véritable problème aujourd'hui avec la vision qu'on a des entrepreneurs. On voit l'entrepreneur comme une sorte de magicien, de sorcier, qui a une vie géniale, qui fait ce qu'il veut. Et on a tellement d'images de réussite qui sont des entrepreneurs ou des start-upers qu'on croit qu'on est tous faits pour ça. Créer son entreprise, c'est pas censé être facile. Ça demande du temps et surtout créer une entreprise qui a une vision, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de créateurs de contenu vont lancer leur marque, un peu sortis de nulle part, ils ont fait un PowerPoint avec quelques idées de logo. Ils peuvent le fabriquer très vite parce qu'ils ont un peu d'argent à mettre au début et au final, ça ne prend pas. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas pourquoi cette marque ils devraient l'avoir. Créer une image de marque, c'est du marketing et ça prend beaucoup de temps. Ça demande vraiment de mettre ça dans la tête des gens. Et peut-être que si ça demande autant de temps, c'est parce qu'en fait les gens n'en ont pas besoin à la base. Beaucoup de gens rêvent d'être entrepreneur ou d'être patron d'une marque, mais ils rêvent pas de créer une entreprise ou de faire une marque. Toutes les galères qu'il y a autour, ils en rêvent pas. Ils rêvent juste d'avoir leur nom apposé à quelque chose de connu. C'est la même chose avec le nombre de gens qui rêvent d'être écrivains, mais qui n'écrivent pas de livres. Ils rêvent d'avoir le statut d'écrivain, le statut social d'intellectuel ou d'écrivain, mais ils sont pas prêts à faire les efforts que ça demande pour écrire un bon livre. Et bien c'est pareil avec les entreprises, avec les marques. Beaucoup de youtubeurs rêvaient d'être ça sans être capables d'assumer ce que ça demandait. Tout ce débat autour des marques de youtubeurs, je pense que c'est l'occasion de se poser des questions sur nos rêves. Qu'est-ce qu'on considère comme une réussite aujourd'hui dans notre société? La plupart des marqueurs de réussite sont en fait des outils de consommation. Avoir la belle voiture, avoir des marques sur son t-shirt, avoir des vêtements de luxe, c'est des choses de consommation et en fait ça n'a rien à voir avec nos rêves ou nos ambitions à la base. C'est pas une réussite de vie d'avoir une belle marque sur soi, de porter des chaussures qui coûtent très cher ou d'avoir une voiture de luxe. Ça ne te rend pas plus épanoui dans ta vie, ça ne fait pas de ton travail quelque chose de plus sympa ou ça ne crée pas du lien avec les gens autour de toi. C'est juste un marqueur social, mais c'est un marqueur fabriqué par la société de consommation et par le capitalisme. Les rêves qu'on a et les rêves que des youtubeurs ont de posséder leur marque, c'est les mêmes rêves qu'on a nous d'aller acheter une marque de luxe pour avoir l'air stylé. Et c'est l'occasion, je pense aujourd'hui, de se poser des questions sur ce rêve et de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est des rêves qui mériteraient qu'on se batte pour eux? Et pour revenir à la situation, on peut se demander est-ce que c'est vraiment une réussite de sa part d'être au Met Gala avec plein de stars, d'avoir une marque avec des produits fabriqués en Chine ou en Inde, pas tous, mais quand même quelques-uns, une marque qui est plus si éthique, que les gens n'apprécient pas tant que ça, une vie de luxe avec des outils de consommation et des symboles de réussite, mais sans vraiment le sens derrière. J'imagine que la vie de Lena est quand même très sympa et qu'elle a des très belles choses à vivre, mais les marqueurs de réussite qu'on voit souvent mis en avant, est-ce que c'était réellement son rêve? On peut se poser cette question. On ne peut pas en vouloir à la situation d'avoir monté sa marque. Même si la marque aujourd'hui n'est pas éthique, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir rêvé de ça. Parce que beaucoup de gens qui ont vécu de la galère, qui ont commencé un petit peu tout seuls, ont tous rêvé d'avoir leur nom autour d'une marque ou leur nom en haut de l'affiche, d'avoir cet aspect un petit peu de starification, de célébrité, et d'être le patron d'une entreprise, de sa propre marque, sa propre boîte. C'est le rêve de beaucoup, et on ne peut pas vraiment se jeter la pierre de rêver de ça quand à la base on a galéré. Donc au lieu de s'auto-flageller ou d'aller flageller des créateurs de contenu parce qu'ils auraient fait ça, posons-nous ensemble la question, comment faire mieux? Comment consommer mieux dans un monde où avoir une marque de vêtements, ça pollue beaucoup. Quand c'est fabriqué en Chine ou en Inde, c'est pas du tout les meilleures conditions de travail, voire c'est de l'exploitation des gens qui sont là-bas. Dans un monde où Chine ou Temu sont ultra polluants, est-ce que la solution ce serait pas de ne plus consommer du tout, de ne plus acheter de vêtements,
de ne plus acheter de nouvel objet un peu inutile, de nouveaux gadgets. Je pense que c'est vraiment ça le centre de cette vidéo et le centre des discussions qu'on devrait avoir autour de la marque Dolena, c'est est-ce qu'on ne devrait pas juste tout arrêter? Longtemps, dans les discours un peu écolos, on a entendu cette idée de mieux consommer. Il fallait acheter éthique, acheter des produits qui venaient de tel ou tel pays parce qu'il y avait des meilleures conditions de travail, acheter de la seconde main parce que ce serait moins polluant, manger de la viande bio au lieu de la viande non bio. Mais cette idée du consommer mieux, au final, ça reste de la consommation. Si tu achètes de la viande bio au lieu de la viande non bio, tu achètes toujours de la viande et tu achètes toujours peut-être trop de viande par rapport à ce que tu es censé consommer. Si tu achètes des vêtements éthiques, ça reste des vêtements qui ont dû être fabriqués, qui ont pollué à leur fabrication. Même s'il y a des meilleures conditions de travail, ça reste de la consommation. Tu achètes des vêtements que tu vas pas forcément porter. Même quand on consomme mieux, même quand on croit qu'on fait bien les choses, parfois on participe juste au même jeu que les autres à une échelle différente. On est toujours en train de consommer. Et les rêves de vie qu'on a sont des rêves de consommation. On rêve d'avoir accès à des choses qui ont l'air riches, qui ont l'air stylées, qui ont l'air luxueuses. Même si du luxe serait peut-être de meilleure qualité qu'un produit bas de gamme acheté sur Chine, ça reste de la surconsommation. Et puis on a déjà eu plein de problèmes avec les entreprises qui faisaient du capitalisme vert ou du greenwashing comme on dit, où ça avait l'air éthique et durable, mais ça restait aussi polluant et toujours de la consommation inutile. Consommer mieux, c'est une promesse que le capitalisme nous donne pour nous faire croire qu'il n'y a plus de problème si on fait ça. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'aller acheter de la seconde main ou d'aller commander des vêtements sur Vinted plutôt qu'acheter sur Temu ou Shein. Mais ça reste toujours de la surconsommation, c'est-à-dire qu'on s'habitue à acheter de nouveaux produits tout le temps, à posséder toujours de nouvelles choses, on cultive le désir de vouloir de nouveaux objets tout le temps, et même si on va en friperie, il y a des produits qui étaient censés être accessibles pour des gens dans le besoin, à Emmaüs ou dans des associations, qui vont être achetés sur Vinted ou dans des fripes pour les vendre avec une marge, faire de l'argent dessus, et empêcher des gens qui auraient eu accès à des beaux produits pas chers pour se faire une marge à la place. Je pense que la solution, c'est pas forcément de mieux consommer, c'est pas forcément de chercher une nouvelle manière plus éthique de créer une marque, de créer des nouveaux objets en plastique recyclé. Je pense que la vraie solution, la vraie résistance face à tout ça, c'est de ne plus consommer du tout. Alors je dis pas qu'on doit vivre dans une roulotte ou ne plus rien acheter. Évidemment qu'on peut pas être parfait, mais peut-être que l'idée c'est de changer nos rêves. Les rêves de consommation qu'on a, d'avoir des nouveaux vêtements, de nouvelles tenues, des choses de luxe, des choses chères. Peut-être qu'en fait on devrait oublier ça, on devrait changer ça et recentrer vers des rêves qui sont vraiment utiles, qui ont vraiment un sens pour nous, quelque chose vraiment épanouissant. Et ça c'est pareil si vous êtes entrepreneur. Si votre but c'est d'être entrepreneur et de créer votre marque, même si votre marque elle est un peu plus éthique que les autres, si vous fabriquez juste une nouvelle marque de vêtements qui continue encore à polluer, qui fabrique de nouveaux vêtements à mettre sur le marché, est-ce que vous n'allez pas un peu dans le mur? Est-ce que c'est vraiment utile de lancer une nouvelle marque de vêtements si vous êtes créateur de contenu ou youtubeur, alors qu'il y en a déjà plein, que les gens ont déjà des vêtements, que les gens ont déjà l'habitude d'acheter trop de vêtements? Est-ce que c'est pas juste rajouter une pièce dans la machine de la pollution? Consommer mieux, c'est une illusion. La solution, ce serait de ne plus consommer. Et là, vous allez me dire, c'est quand même très dur de ne plus consommer. Mais je pense que c'est un idéal, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir à ça, se poser des questions sur ce qu'on consomme et se dire, est-ce que je devrais pas plutôt arrêter au lieu de chercher une bonne alternative? Est-ce que la meilleure alternative, ce serait pas juste de ne pas acheter? Un exemple avec les vêtements, peut-être que vous connaissez la loi de Pareto. C'est une loi qui vient dire que 80% des résultats sont faits que par 20% des effets. C'est-à-dire que 80% de vos tenues que vous mettez, c'est fait qu'avec 20% de vos vêtements. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre placard, quand vous regardez vos vêtements que vous avez chez vous, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, mettez en pause la vidéo, vous allez voir que 80% des vêtements que vous avez, vous les mettez jamais, quasiment jamais. Est-ce que quand on sait que la plupart des vêtements, on ne les porte pas, est-ce que c'est vraiment utile d'en acheter de nouveaux? Est-ce que le rêve qu'on a et la sensation de bonheur qu'on a quand on achète des nouveaux vêtements, c'est une vraie sensation de bonheur, c'est un vrai épanouissement personnel, ou c'est pas plutôt des marques qui nous ont mis ça dans la tête pour nous vendre des produits? En plus de coûter cher, de polluer beaucoup, de surconsommer, est-ce que ces rêves-là qu'on a dans la tête, ces petits plaisirs qu'on a, est-ce qu'au final, c'est pas juste des illusions que le capitalisme nous a mis dans la tête? Moi, je pense que oui. Ne plus consommer, arrêter d'acheter de nouvelles choses, arrêter d'acheter trop de nouveaux vêtements, réduire vraiment ce qu'on consomme, ce qu'on achète, je pense que c'est ça la vraie résistance. Si on a envie d'avoir un monde un peu plus beau, je pense que c'est là-dessus qu'on doit réfléchir. Et pour revenir sur les polémiques autour de la marque de Lena Situation et les marques des youtubeurs en général, c'est pas eux les responsables, c'est pas eux le problème. Le problème c'est la consommation en général. On a trouvé ça stylé d'avoir sa propre marque, même quand notre marque, elle vient juste fabriquer des produits qui ne sont même plus utiles. Il faut revoir nos rêves pour se connecter avec des rêves qui nous ressemblent vraiment et pas juste des ambitions que le capitalisme nous a mis en tête dans l'idée de fabriquer des nouveaux produits ou de consommer à fond. Et pour ça, peut-être que la solution, c'est d'arrêter de consommer, c'est d'arrêter d'acheter de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de regarder déjà tout ce qu'on a chez soi,
de vraiment limiter ce qu'on achète. Évidemment, ma vidéo, elle a l'air un petit peu moralisatrice, je dis comme ça. Bien sûr que je ne suis pas parfait. Vous voyez derrière moi, il y a des petites guirlandes toutes pourries que j'ai achetées il y a des années sur un site, sur Amazon, je ne sais même plus. Évidemment que ça c'est un truc de consommation qui sert à rien. Je l'ai acheté il y a longtemps, je l'achèterai plus aujourd'hui. On a plein d'outils, de produits de consommation qu'on achète sur un coup de tête. Évidemment, je suis pas là pour donner les leçons aux gens, parce qu'on fait tous comme on peut. Je pense que les polémiques autour des youtubeurs, parfois ça tourne un peu en rond, parce qu'on va attaquer les youtubeurs sur eux-mêmes en disant toi t'as fait une erreur, toi c'est pas bien. Alors qu'en fait, on devrait parler du système en général. Le but, c'est pas d'avoir des gens parfaits qui donnent des leçons aux autres, c'est plus de se poser tous ensemble la question de comment on consomme et comment on peut mieux faire. Je ne suis pas parfait, vous ne l'êtes pas non plus, les youtubeurs, les situations, personne ne l'est. Il faut arrêter de se jeter la pierre et de se flageller là-dessus. Je pense que l'objectif, c'est plus de poser des questions, et j'espère que cette vidéo a permis de se poser des questions là, d'avoir quelques pistes de réflexion et de solutions. N'hésitez pas à partager en commentaire votre réflexion là-dessus, comment vous faites-vous pour mieux consommer ou pour moins consommer, ne plus consommer. Partagez votre expérience en commentaire, je pense que c'est super important pour ne pas se sentir seul dans ce rapport qu'on a à l'écologie, au changement climatique, au capitalisme. C'est des choses qui peuvent nous mettre dans un état de sidération. Quand on voit des problèmes dans notre vie, on a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Mais il faut sortir de ça, il faut en parler autour de nous, et il faut imaginer un monde qui serait plus beau. Ici, on n'est pas là pour se juger entre nous, pour se faire du mal ou pour se sentir mal ou se culpabiliser. On est beaucoup plus là pour juger le système et comment on pourrait l'améliorer. Donc si ce genre de choses vous intéresse, ce genre de sujet vous touche, abonnez-vous à Théo Yapping. Je compte parler d'autres sujets culturels, de société, pour essayer d'avoir de plus belles choses dans ce monde. Voilà, tout simplement. Partagez cette vidéo si elle vous a touché, si elle vous a plu, si vous pensez que c'est un sujet important que les gens doivent savoir. On se retrouve très vite pour de futurs contenus. Portez-vous bien et à bientôt.